Bonjour à tous. Alors voilà, c'est le dernier cours de théorie de cette matière d'IPP dont je vous avais dit hein, qu'il ne restait plus grand-chose. La preuve, effectivement, on est dans cette toute dernière partie. Donc ça veut dire qu'après ce cours-ci, la matière sera totalement terminée. Ce que nous ferons donc après, c'est un gros exercice récapitulatif, comme vous pourriez avoir à l'examen pratique. Donc c'est tout à fait similaire. Et là, il faudra effectivement donc faire la déclaration et le calcul d'impôt. Mais ça, je vous expliquerai plus tard. Alors, cette dernière partie, on est toujours dans les dépenses qui donnent droit à avoir une réduction. Alors, la dépense qui donne droit à avoir une réduction qu'on a déjà vue, c'est le fait d'avoir remboursé un emprunt. On a donc vu que quand on remboursait un emprunt qu'on avait fait pour acheter un bien immeuble, on avait droit à avoir des réductions selon certains systèmes. On l'a vu, tous ces systèmes, il y avait des réductions au niveau régional et des réductions au niveau fédéral. Alors maintenant, je poursuis parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres réductions, enfin il y a d'autres, pardon, dépenses qui donnent droit à avoir à des réductions. Alors, je vais d'abord vous expliquer les dépenses qui donnent droit à avoir une réduction d'impôt au niveau régional. Et puis, je vous expliquerai les dépenses qui donnent droit à avoir une réduction d'impôt au niveau fédéral. Donc, je vous rappelle, dans le calcul d'impôt, il y a toujours d'un côté cet IPP fédéral, de l'autre l'IPP régional. Et donc, quand on est dans une dépense qui donne droit à avoir une réduction d'impôt régionale, on est dans le paquet régional. Si on est au niveau d'une réduction au niveau fédéral, on va dans le paquet fédéral. Alors, je commence donc par ces dépenses qui donnent droit à avoir une réduction au niveau régional. Je ne les vois pas toutes, euh, parce que oui, il y en a plusieurs. Je vois vraiment celles qui sont les plus courantes. Donc, on va parler des chèques ALE et titres-services et l'isolation du toit. Maintenant, si vous êtes intéressé par d'autres réductions, il y a toujours de quoi s'informer sur Internet. Alors, je commence par la première dépense. Vous avez déjà tous entendu parler que quand on achetait des titres-services, on avait droit à avoir une réduction d'impôt. Il y en a peut-être d'ailleurs parmi vous qui utilisent ces titres-services pour faire effectuer des tâches ménagères. Alors, je commence par ce premier point, les chèques ALE et les titres-services. D'abord, la différence, c'est quoi? Les titres-services, ce sont des titres qu'on achète auprès d'une société d'émission, Sodexo, Endered, etc. Et qui permettent l'exécution de certaines tâches au profit du titulaire. Quand on achète des titres-services, ça nous permet effectivement, par exemple, de faire nettoyer notre maison ou faire faire notre repassage, des choses comme ça. Les chèques ALE, c'est la même idée. Ce sont aussi des chèques qui sont donc achetés auprès d'une société d'émission. Mais ces chèques permettent l'exécution de tâches qui sont différentes de celles des titres-services. Et alors la grosse différence, c'est que les titres-services, les travailleurs qui travaillent pour les titres-services sont des travailleurs salariés, j'irais communs, alors que les travailleurs qui travaillent pour les chèques ALE, ce sont des personnes qui touchent des allocations de chômage et qui souhaitent arrondir, on va dire, leur fin de mois. Et donc, les tâches qui peuvent être exécutées, c'est du jardinage, une aide à domicile, faire des courses pour une personne, etc., etc. Alors, pour l'exercice 2019, les titres services sont valables 6 mois.
en région bruxelloise, 8 mois en région wallonne, 12 mois en région flamande. Donc attention, ces titres ont une durée de validité. Si vous passez la durée de validité de ces titres, malheureusement, vous ne pouvez plus les utiliser. Alors pour les chèques ALE, c'est 12 mois dans les 3 régions. Il n'y a pas de distinction là. Alors un titre-service, ça coûte 9 euros. Mais attention, ça coûte 9 euros pour les 400 premiers que l'on achète. Au-delà de 400 titres achetés, chaque titre va coûter 10 euros. Et un chèque ALE va coûter entre 5,95 et 7,45. En fait, ça dépend des tâches que vous pouvez faire effectuer. On ne peut pas acheter autant de titres-services que l'on souhaite. Attention, la limite c'est 500 titres. Mais attention, c'est 500 titres par contribuable par an. Donc ça veut dire que si on est dans un ménage où il y a donc un couple, il faut savoir que et l'un et l'autre va pouvoir acheter 500 titres. Donc en gros, pour un couple, on est à 1000 titres maximum. Sauf certains cas particuliers, on pense aux personnes handicapées ou aux personnes âgées qui ont droit à avoir plus que 500 titres. Pour les chèques, là, la limite dépend des agences auprès desquelles on les achète. Alors, pour l'exercice 2019, ces titres, ces chèques, donnent droit à avoir une réduction d'impôt. Et cette réduction d'impôt, elle est valable donc par contribuable. Ces réductions sont malheureusement différentes de région en région. On n'a effectivement pas tous la même réduction. Alors, en région flamande, la réduction est de 30%. En région bruxelloise, la réduction est de 15%. Alors 30%, 15% de quoi? De la valeur des titres et ou des chèques qu'on a achetés, mais attention, toujours avec un maximum. Et ici, on est avec un maximum de valeur de 1470 euros. Et pour la région flamande et pour la région bruxelloise. Donc ça veut dire que si j'ai acheté des titres cette année pour 3500 euros, j'aurai pas droit en tant que bruxelloise à 15% de 3500, mais j'aurai droit à 15% de 1470. Donc attention, on est tous limités dans notre réduction. Pour la région wallonne, là on est à une réduction moins importante, elle est de 10% seulement. Et attention, là on parle de 10%, mais sur un maximum de titres de 150 titres. Donc ici, on n'est pas en valeur, on est sur un nombre de titres. Donc 10% sur 150 titres. Donc ça veut dire, vous calculez les titres fois la valeur de 9 euros et vous faites vos 10%. Et en région wallonne, sur les chèques, la réduction est différente. Elle est de 30%. Mais attention, là, il y a un maximum de valeur qui est la même pour les deux autres régions, qui est de 1470 euros. Donc attention, selon que vous soyez en région wallonne ou en région flamande et bruxelloise, vous voyez, les réductions sont différentes. Et en plus, les réductions portent soit sur le nombre, soit sur les dépenses que l'on a faites. Alors, je vous rappelle, la région compétente est celle du domicile fiscal de la personne au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Et ça, quand on parle de la personne, c'est bien le titulaire des titres-services. Donc, si moi je suis résidente bruxelloise au 1er janvier de l'exercice d'imposition, je vais bien me voir appliquer la réduction au niveau bruxellois, c'est-à-dire 15%. Si je suis flamande au 1er janvier de l'exercice d'imposition, j'aurai droit à 30%. Mais ça, peu importe où se trouve finalement l'endroit où j'utilise les titres-services. Exemple, j'utiliserai des titres-services pour faire nettoyer, je ne sais pas moi, ma résidence secondaire à la mer, qui est en Flandre. Moi, bruxelloise, je vais bien avoir une réduction de 15% et pas 30% puisque je suis résidente bruxelloise, même si j'utilise mes titres pour une résidence qui se trouve ailleurs.
Alors, les réductions, donc c'est 10, 15, 30%, se calculent globalement, et sur les titres et sur les chèques. Donc attention, ça veut dire que le maximum de valeur qui est indiqué, c'est un maximum de valeur pour à la fois les titres et les chèques que vous achetez. Donc si vous avez acheté et des titres services et des chèques ALE, la réduction que vous pourrez avoir ne portera que sur 1470 € en tout. Donc, et pour l'achat des titres et pour l'achat des chèques. Alors attention, les réductions pour les conjoints cohabitants légaux vont se calculer par ménage, puis vont se répartir entre chaque partenaire en proportion de leur revenu imposable globalement. Donc ça, faites attention à ce truc-là. Dans le sens où si par exemple, moi j'ai acheté, je ne sais pas moi, pour 3000 € de chèque, on va calculer ma réduction sur 1470 €. Donc je vais avoir en tant que bruxelloise 15% sur 1470 €. Et si mon mari a aussi acheté pour 3000 € de titres-services, on va aussi lui calculer une réduction de 15% sur ces 1470 €, le maximum. Donc, au total, si vous faites 30% de 1470 €, je le fais, ça donne 441 €. Donc si moi, j'ai droit à avoir une réduction de 441 € et mon conjoint a aussi droit à avoir 441 €, ça se serait 30% en région flamande, hein, prenons un exemple que nous soyons résidents flamands, eh bien c'est 441 plus 441, ça veut dire que sur le ménage, on aurait droit à avoir 882 €. Et ces 882 €, après, ils se répartissent entre monsieur et madame en fonction de leur revenu imposable globalement. Donc moi, si j'ai des revenus de 23 000 et que mon conjoint a des revenus de 50 000, bah, moi, on fera x 23 sur 50 et lui, x 23 pardon, sur 73 et lui, on fera x 50 sur 73. Donc ça, c'est toujours les fameuses proportions que l'on a déjà fait et refait et refait. Alors, quand vous achetez des titres-services, vous recevez une attestation fiscale par la société qui émet ces titres et ces chèques pour bien prouver que vous avez acheté autant de titres de chèques cette année. Alors, comment est-ce que vous devez déclarer ça? Nous sommes dans le cadre 10. Ce cadre 10 concerne donc bien les réductions au niveau régional et fédéral. On avait déjà un petit peu vu ce cadre 10 quand on avait fait l'exercice récapitulatif de déclaration, enfin les deux petits cas là. On avait vu un couple qui avait fait des dons. On avait déjà vu un peu ce cadre 10. Donc vous allez voir ce cadre 10 et vous verrez que il y a donc cette rubrique 1 qui concerne le régional et la rubrique 2 qui concerne le fédéral. Donc la rubrique 1, elle est sensiblement différente d'une région à l'autre, puisque vous allez voir qu'il n'y a pas toujours les mêmes réductions ni les mêmes dépenses qui donnent droit à avoir des réductions. Alors, dans le cadre 10, rubrique 1, si vous êtes en région flamande, région bruxelloise, vous devez remplir le code 364. En indiquant quoi? En indiquant le prix total d'acquisition des titres-services. Donc, voilà, si j'ai acheté pour 3000 € de titres-services, je mets 3000 €. Si mon conjoint a acheté pour 2000 €, on met 2000 €. Par contre, si vous êtes en région wallonne, c'est pas la dépense que vous avez faite pour acheter ces titres, c'est le nombre de titres que vous avez achetés. Donc lisez bien votre rubrique, et là c'est le 366 en région wallonne. Vous verrez que les rubriques ne sont pas intitulées de la même manière. Dans le 364 en région flamande et bruxelloise, on parle de versement, et dans le 366 au niveau de la région wallonne, on parle de nombre.
Et puis le 365, ça, dans les 3 régions, c'est l'échec ALD. Alors, ça, c'était pour les titres services et chèques ALD, en sachant que beaucoup de gens utilisent surtout les titres services et moins les chèques ALD. Alors, deuxième dépense qui donne droit à avoir une réduction, c'est la dépense que l'on fait pour isoler un toit. Alors, la dépense que l'on fait pour isoler un toit, elle est reconnue comme donnant une réduction d'impôt au niveau régional, mais seulement en région wallonne. Avant, c'était le cas dans les 3 régions, mais Bruxelles et la Flandre ont décidé d'arrêter ces réductions. Donc, seule la région wallonne le fait encore. Qu'est-ce qu'on appelle la dépense faite pour isoler un toit? En fait, ce sont les travaux qu'on aurait réalisés pour isoler un toit. Et quand on parle d'isoler un toit, c'est pas juste remplacer certaines tuiles, hein. On parle vraiment d'isolation, c'est-à-dire d'économie d'énergie. Et donc, on fait référence à une résistance thermique minimum. Bon, moi, j'y connais rien, évidemment, mais l'entrepreneur à qui vous feriez appel, lui, il s'y connaît et il va pouvoir effectivement délivrer une attestation qui atteste d'une résistance thermique particulière. Donc, vous faites des travaux pour isoler votre toit, enfin, isoler le toit d'une habitation, peu importe laquelle, donc que ce soit votre habitation propre ou une habitation de seconde résidence, peu importe, c'est pas la question, mais il faut que ça soit donc une habitation et une habitation qui est habitée, c'est-à-dire occupée depuis au moins 5 ans. Donc ça ne peut pas être une habitation qui est vide. Alors, le contribuable qui exerce ces travaux ne doit pas nécessairement être le propriétaire de cette habitation. C'est-à-dire que vous pourriez très bien effectuer ces travaux en tant que propriétaire, oui, mais aussi en tant que nu propriétaire ou usufruitier ou même locataire. Et donc, si vous faites ces dépenses, en Wallonie, je vous rappelle, vous avez droit à avoir une réduction. Alors, ces travaux doivent être faits par un entrepreneur. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas les faire vous-même. L'entrepreneur va d'ailleurs émettre une facture particulière avec des mentions particulières obligatoires. Et entre autres, justement, la résistance thermique que l'on a atteint en faisant les travaux d'isolation du toit. Alors, quelle est la réduction? La réduction pour ces travaux, c'est 30%. 30% sur quoi? Sur la valeur des travaux, TVA comprise, mais attention, toujours avec un plafond, évidemment, il y a toujours des plafonds. Un plafond, mais ici un plafond de réduction de 3 200 €. Et pour autant que ces dépenses ne soient pas déclarées comme frais professionnels. Donc, ça veut dire que si je fais des travaux pour, je ne sais pas moi, 10 000 €, si vous faites des travaux pour 10 000 €, TVA comprise, si vous faites x 30%, vous allez arriver à 3 000 €. Bah, c'est bon, vous aurez 3 000 € de réduction d'impôt au niveau régional. Si vous faites des travaux pour, je ne sais pas moi, 15 000 €, là, si vous faites x 30%, vous allez arriver à 15 000, donc je fais en direct, hein, 30%, vous allez arriver à 4 500 €. 4 500 €, on ne vous accordera pas une réduction de 4 500, on vous accordera seulement une réduction de 3 200. D'accord? Et attention, vous ne pouvez obtenir la réduction, évidemment, que si vous ne mettez pas ces travaux comme frais professionnels, hein. D'accord? On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Donc, si vous avez refait, je ne sais pas moi, l'isolation de votre garage parce que vous êtes garagiste et que vous avez mis ça dans les frais professionnels, vous ne pourrez pas avoir la réduction puisqu'on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Alors, à nouveau, la réduction que vous auriez obtenue est à répartir entre les conjoints ou les cohabitants légaux en proportion de leurs revenus, imposables globalement. Donc, si par exemple, on a fait pour 10 000 €
de travaux et qu'on calcule une réduction de 3 000 euros, ben, ces 3 000 euros, qui va avoir droit à cette réduction de 3 000 euros? Si on est dans un couple, eh bien, cette réduction va être répartie en fonction de nos revenus, en proportion comme on a déjà fait. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la réduction vaut pour chaque habitation concernée par des travaux d'isolation. Donc, ça veut dire que si par exemple la même année, j'ai fait des travaux pour mon habitation propre, pour isoler les toits de mon habitation propre, et pour isoler le toit de ma seconde résidence en Ardennes, par exemple, eh bien, je vais avoir une réduction pour chacune de ces habitations. Donc, si j'ai fait, par exemple, 10 000 euros de frais pour mon habitation propre, j'ai une réduction de 3 000 euros. Et si j'ai fait 10 000 euros pour ma seconde résidence, j'ai droit à avoir une réduction de 3 000 euros. Donc ça veut dire qu'en tout, j'aurai droit à une réduction de 6 000 euros. Alors, comment vous devez déclarer cette dépense pour avoir droit à la réduction? Vous devez prendre le cadre 10. Vous devez indiquer dans le code 317 le montant total. Mais le montant total de quoi? Attention, de la réduction ici. Donc, vous ne devez pas indiquer le montant de vos travaux, vous devez indiquer le montant de la réduction. Donc, ça veut dire que vous devez faire un petit calcul et attention, en sachant que le montant de la réduction ne dépassera jamais ce fameux plafond de 3 200 euros. Je vous rappelle que les plafonds, les taux de réduction, etc., je vous les donne dans l'annexe que vous aurez à l'examen. Donc, n'étudiez pas ça par cœur. Par contre, étudiez bien le fait que d'un côté, on parle de plafond de valeur, d'un autre côté, on parle de plafond de réduction, etc., etc. Alors, il existe d'autres réductions au niveau régional, mais comme je vous l'ai dit, je ne les vois pas parce que ce sont des réductions un peu particulières qui sont beaucoup moins courantes. On parle de prêts à la rénovation en région flamande, on parle de rénovation de biens immeubles loués à une agence immobilière sociale en Flandre et en Wallonie, etc., etc. Donc c'est ce que je vous dis. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver les informations sur le net. Alors, ça, c'était les dépenses qui donnaient droit à avoir une réduction au niveau régional. Maintenant, il existe des dépenses que l'on fait et qui donnent droit à avoir une réduction au niveau fédéral. Donc là, vous êtes dans votre paquet fédéral, IPP fédéral, et c'est là que vous pouvez enlever la réduction. Alors, je vais aussi en voir certaines, je ne vais pas toutes les voir, mais je vais voir les plus courantes. Alors, la première réduction, enfin la première dépense qui donne droit à avoir une réduction, c'est le poste des libéralités. Alors les libéralités, comme je vous avais déjà expliqué, les libéralités en fait ce sont des donations. Alors, les donations donnent droit à avoir une réduction, mais attention, pas n'importe quelle donation. Ce qu'on appelle ici par libéralité au niveau fiscal qui donne droit à avoir une réduction, ce sont tous les dons d'argent, d'accord? Donc, don d'argent, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous versez un certain montant à X. Ce montant, c'est de l'argent. Ça peut donc pas être, par exemple, des meubles ou des antiquités ou des bijoux ou quoi que ce soit d'autre. Non. Sauf, la seule exception qui est acceptée, ce sont les œuvres d'art. Donc les donations d'œuvres d'art que vous feriez à des musées d'État. Alors, don d'argent, mais don d'argent à qui? À des organismes agréés. Alors, organismes agréés, en gros, ce sont toutes les associations, les ASBL, qui sont reconnues officiellement par le SPF Économie en Belgique ou par une autre autorité fiscale de l'Union européenne ou, enfin, si c'est un organisme attendez, je relis la phrase, don d'argent fait à des organismes agréés par le SPF Économie ou autre autorité fiscale de l'Union européenne.
si l'organisme à l'étranger en Union européenne. Donc ça veut dire que si c'est une association belge, c'est OK si elle est agréée par le SPF économie. Si c'est une association étrangère, mais pour autant qu'elle reste bien à l'intérieur de l'Union européenne, si c'est une association qui est reconnue par une autorité fiscale européenne, c'est bon. Mais donc attention, toutes les associations malheureusement qui ont leur siège à l'étranger, en dehors de l'UE, ça ne fonctionnera pas. Alors, don d'argent fait à ces organismes. Donc ça veut dire que si je fais des dons d'argent à cet organisme, j'ai droit à avoir une réduction. Attention, il faut quand même être un minimum généreux, entre guillemets. C'est-à-dire que pour avoir droit à avoir une réduction, vous devez faire un don de minimum 40 euros. 40 euros sur l'année et par organisme. Ça peut être 40 euros échelonnés, dans le sens où si par exemple je me dis tiens, moi je fais un ordre permanent par exemple de 5 euros tous les mois que j'ai envie de verser à Médecins sans frontières, 5 euros par mois, ça veut dire que sur l'année, je vais arriver à 60 euros. C'est bon. D'accord. Si par contre, je fais un don, je me dis, tiens, voilà, il y a le Télévis, je me décide de faire un don de 30 euros, malheureusement, ce don n'est pas assez élevé que pour me donner une réduction. Alors, ça, c'est un minimum, mais attention, il y a un maximum. Je ne peux pas dépasser sur l'année 10% de mes revenus imposables globalement, ni un montant de plus de 376 350 euros. Donc, si vous êtes extrêmement riche et que vous faites un don de 500 000 euros, ça c'est déjà vu, hein, pensez l'année passée quand il y avait eu la cathédrale Notre-Dame en feu, en France il y a eu beaucoup de dons qui ont fait d'ailleurs l'objet de controverses. On n'a pas droit à avoir une réduction fiscale sur 500 000 euros évidemment, hein. Donc ici c'est 40 euros minimum et c'est maximum 10% de vos revenus et de toute façon maximum 376 350. Mais pour atteindre ce maximum, je dirais, il faudrait déjà être dans une certaine situation qui n'est pas commune à tout le monde. Alors, pour l'exercice 2019, ces libéralités donnent droit à avoir une réduction d'impôt de 45% sur leur valeur. Donc, ça veut dire que si je donne 100 euros au Télévis, eh bien, je vais avoir une réduction d'impôt de 45% au niveau fédéral. 45%, ça va me donner 45 euros. Donc, je vais avoir une réduction de 45 euros sur les 100 que j'ai donnés. Donc, c'est pas mal, hein. Alors, éthiquement, maintenant, il y a un autre débat là-dessus, mais ce n'est pas la question ici. Ici, on reste sur l'objet fiscal. Alors, si j'ai fait don de 100 et que j'ai une réduction de 45, qui va bénéficier de cette réduction dans un couple? Pas forcément celui qui a versé, puisque de toute façon, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul code. Cette réduction, en fait, elle va être répartie de nouveau entre conjoints et cohabitants légaux en fonction de leur RIG respectif. Donc, si on a 45 euros de réduction, ces 45 vont être répartis chez moi en proportion de mes revenus et puis chez mon mari en proportion de ses revenus. Quand vous faites un don, l'organisme au profit duquel vous avez fait un don, en fait, envoie une fiche fiscale directement à l'administration pour prouver que vous avez fait ce don. Donc, il y a l'envoi d'une fiche et à l'administration et à vous comme preuve qu'il y a eu ce versement. Alors, attention, pour pouvoir bénéficier de cette réduction, vous devez évidemment déclarer ce don. Et donc ce don, vous devez le déclarer, on est toujours dans le cadre 10. Là, on est dans la rubrique 2 fédérale, forcément. Et c'est le cadre 394. Et vous verrez qu'il n'y a qu'un seul code 394. Donc il n'y a pas pour le conjoint qui remplit à gauche et le conjoint qui remplit à droite, c'est un seul code pour les deux. Oui, puisque de toute façon, on répartit entre les deux personnes.
Donc attention, c'est bien un don d'argent, hein. Donc si par exemple vous achetez des bics ou des bonbons pour le télévis, même si quelque part indirectement c'est un don, bah, fiscalement c'est pas considéré comme tel puisque c'est pas un don d'argent. Alors, autre dépense qui donne droit à avoir une réduction, ceux qui sont parents le savent sans doute, bien que parfois j'ai eu des étudiants qui étaient parents et qui ne le savaient pas. Donc ça peut vous intéresser. Ce sont les dépenses qu'on fait pour faire garder les enfants. Alors, les frais de garde d'enfants, on distingue deux types de frais différents. Il y a les frais que je fais pour faire garder un enfant de moins de 3 ans. Donc en gros, je le mets dans une crèche ou chez une gardienne ou une halte garderie, etc., etc. Donc ici, on vise vraiment toutes les dépenses qui sont effectuées pour la garde d'un enfant de moins de 3 ans par une institution ou une personne agréée. Donc attention, c'est pas parce que vous avez engagé une nounou pour garder votre enfant toute la journée que ça va donner droit forcément à une réduction. Il faut que votre nounou soit agréée. Agréée par qui? Ben, par l'ONE, par exemple, du côté francophone, ou Kindercozin du côté flamand. Donc il faut qu'il y ait un agrément officiel. Et puis il y a les dépenses que je fais pour faire garder des enfants de 3 à 12 ans, voire 18 ans si cet enfant a un handicap. Alors ici, on vise les dépenses qui sont effectuées pour la garde d'un enfant de 3 à 11 ans inclus. Donc c'est pour ça qu'on dit jusqu'à 12 ans, mais en réalité c'est 11 ans inclus jusqu'à la veille de son 12e anniversaire. Donc si votre enfant a fêté ses 12 ans, je ne sais pas moi, le 1er septembre 2018, ben, jusqu'au 31 août 2018, si vous avez fait des frais pour le faire garder, c'est des frais qui vont donner droit à avoir une réduction d'impôt. Par contre, si vous l'avez fait garder, je ne sais pas moi, pendant le congé de Toussaint au mois de novembre, donc il a déjà 12 ans, ben là malheureusement ça ne marchera plus. Donc il faut faire attention à ça. Les frais de garde sont vraiment déductibles jusqu'à 11 ans inclus, jusqu'à la veille de son anniversaire de 12 ans. Moi je prends toujours mon exemple. J'ai des jumeaux qui sont nés mi-août. Eh bien, quand je les mettais en stage, je veillais toujours, enfin la dernière année où j'ai pu le faire, donc ils fêtaient leurs 12 ans le 16 août, eh bien je les ai encore mis en stage jusqu'au 15 août, puisque je pouvais avoir une réduction. Donc oui, j'ai fait attention à ça, et ça peut donc aider dans certains cas. Donc réfléchissez à ça parce que ça peut être important. Alors, frais de garde qui sont faits pour ces enfants. Alors, pas des frais de garde par n'importe qui, hein. Ça doit être des gardes qui sont assurés par une institution agréée. Donc, à nouveau, il faut l'agrément officiel pour pouvoir prétendre à une réduction d'impôt. Donc, l'institution doit être agréée. Par exemple, les mouvements de jeunesse, c'est une institution agréée. Tous les stages que vous faites faire, et qui sont des stages communaux ou de même d'organismes privés, mais qui sont agréés, l'ADEPS par exemple, tous les cours de musique, de sport, etc., etc. Même l'école, hein, la garderie que vous payez à l'école, bah, l'école est un organisme agréé évidemment. Et alors, il y a un troisième paramètre quand même, c'est que il faut faire garder cet enfant en dehors des heures scolaires normales. Donc, ça veut dire que les heures scolaires normales, c'est en gros de 8h jusqu'à 15h30 ou 15h45, ça dépend des écoles. Donc, si vous faites garder votre enfant, par exemple, à la garderie avant 8h, bah, ce sont des frais déductibles. Si vous les faites garder après 16h, ce sont des frais déductibles. Les parascolaires, par exemple,
qui pourraient être faits pour des enfants, ben, ce sont aussi des frais déductibles. Donc vous voyez, il y a vraiment tout un panel important de frais qui sont considérés comme des frais de garde. Alors, quelle est la réduction à laquelle j'ai droit quand j'ai fait des frais de garde d'enfants, que ça soit moins de 3 ans ou de 3 à 11 inclus? Pour de l'exercice 2019, on a droit à avoir une réduction d'impôt de 45%. Donc vous voyez quand même que c'est important. Mais il y a toujours une histoire de plafond. Vous ne pouvez pas dépasser un plafond imposable, de 11,20 € par jour. D'accord? Donc, ça veut dire que, imaginons que j'ai mis par exemple mon enfant à un stage du lundi au vendredi et qui me coûte 150 €. C'est le prix, on va dire, moyen d'un stage. 150 €, ça veut dire que j'ai dépensé, si on fait le calcul, par jour, ça m'aura coûté 30 €. Est-ce que je vais pouvoir avoir droit à une réduction de 45% sur ces 150 €? La réponse est non, parce que je dépasse mon plafond maximum de 11,20 € par jour. Oui, puisque je dépense 30 € par jour. Donc, ce que je vais devoir faire comme calcul, c'est que je vais devoir calculer 11,20 € par jour, donc 11,20 € fois 5 jours, puisque j'ai mis mon enfant du lundi au vendredi. Ça veut dire que je vais ne pouvoir avoir une réduction que sur 56 € et pas sur 150. D'accord? Donc faites bien attention à ça. En plus, si vous faites garder un enfant de moins de 3 ans, ben, vous ne pouvez évidemment pas du coup demander la majoration pour la QEI de 590 €, puisque vous aurez demandé la réduction. Vous avez le choix soit entre l'un, soit entre l'autre. Alors, pour les familles monoparentales, ça c'est nouveau, ça existe depuis l'année dernière. Il y a un supplément qui est octroyé. Donc, je vous rappelle qu'une famille monoparentale, c'est-à-dire une famille où il n'y a qu'un seul parent, il n'y a personne d'autre, même pas un compagnon, qui élève les enfants. Ces personnes qui ont des faibles revenus peuvent avoir un supplément de réduction jusqu'à 30%. Donc, évidemment, c'est super, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 75% de réduction. Mais attention, il faut vraiment rentrer dans certaines conditions, hein. Ce sont des conditions, donc être seul parent et en plus avoir des faibles revenus étant de moins de 15 320 jusqu'à 19 410, on considère que ce sont des faibles revenus. Alors, lorsque vous faites des dépenses pour les frais de garde, vous calculez une réduction. Cette réduction, de nouveau, qui va en bénéficier quand on est dans un couple? Eh bien, quand on est dans un couple, peu importe qui paye, que ce soit monsieur qui paye ou madame qui paye, c'est pas ça la question. Le couple a droit à avoir une réduction et cette réduction, à nouveau, elle est répartie entre conjoints cohabitants légaux. Vous verrez ça hein, quand vous ferez des exercices, vous verrez qu'il faut répartir et vous verrez d'ailleurs dans le corrigé que j'aurai fait le détail de le comment fait-on pour bien répartir ça. Alors, pour bénéficier de la réduction, attention, l'enfant doit bien être à charge. D'accord? On a vu depuis longtemps ce que c'était qu'être à charge. Donc l'enfant doit être à charge ou en tout cas dans une garde alternée. Garde alternée, on a aussi vu ce que c'était. Pour autant, attention que l'attestation que vous recevez du stage, de la garderie ou du mouvement de jeunesse, peu importe, eh bien une attestation à votre nom. Alors, comment est-ce qu'on déclare cette réduction? Eh bien, on déclare cette réduction dans le cadre 10, de nouveau, dans le code 384. Alors, attention, ici, vous devez faire un calcul au préalable, c'est-à-dire que vous ne pouvez indiquer dans ce code 384 que le montant total qui donne droit à avoir à la réduction d'impôt.
Donc faites attention à votre plafond. Dans le sens, si je reprends mon exemple, imaginons, j'ai fait faire un stage à mon enfant de 150 euros. Je ne vais pas pouvoir indiquer 150 euros dans le code 384. Je ne pourrai indiquer que 56 euros parce que cette dépense de 56 euros, elle donne droit à avoir une réduction de 45%, pas les 150. Donc vous devez faire un calcul. Et puis attention, en général, on fait faire plus qu'un stage à nos enfants. Et puis, ce que je vous dis, il faut prendre tout en compte, tout ce qui donne droit à avoir une réduction. Donc je vous dis, les cours de musique, les cours de sport, du moment évidemment que c'est agréé, hein. Donc il faut toujours l'agrément officiel. Attention, ce qui n'est pas agréé, ce sont les profs particuliers par exemple. Les profs particuliers qui donnent des cours en dehors d'une structure officielle, ils ne sont pas agréés, hein. Donc si vous faites faire des cours de piano de manière privée par un prof qui vient chez vous et qui n'est pas dans le cadre d'une structure, ça ne peut pas être donner droit à une réduction. Par contre, si vous faites faire des cours de piano à votre enfant dans le cadre d'une école, une académie, ça, ce sera reconnu. Donc faites attention à ça. Et alors, autre chose, on dit l'école, oui, les garderies donnent droit à avoir des réductions, mais attention, tout ce qui est séjour pédagogique, donc classe verte, classe de neige, classe de mer, classe sportive, etc. Comme c'est un séjour pédagogique, c'est compris comme comme faisant partie de l'obligation scolaire. Donc, ça veut dire que ce que vous devriez faire comme dépense dans le cadre de ces séjours pédagogiques, malheureusement, ça ne donne pas droit à avoir une réduction d'impôt. Donc, on est bien ici dans une réduction pour autant que ça soit une institution agréée et qu'on est en dehors des heures scolaires normales. Les heures scolaires normales, attention aux classes en tout genre. Alors, je passe à la troisième réduction, qui est en fait un rappel. On a déjà vu cette réduction, c'est la réduction à laquelle on a droit lorsqu'on a cotisé pour une épargne pension. Alors, l'épargne pension étant le troisième pilier, donc ne confondez pas avec l'assurance groupe qui est le deuxième pilier. Là, vous devez déclarer le montant total versé au code 361, on en a déjà parlé. Attention, le montant ne peut pas dépasser un plafond de 1230 euros, puisque je vous rappelle que la réduction, on a droit à avoir à 30% jusqu'à 960 et 25% jusqu'à 1230. Je ne dois pas vous réexpliquer ça, on avait déjà expliqué ça plusieurs fois d'ailleurs, donc je vous laisse revoir vos notes là-dessus. Et donc ne confondez pas, je vous rappelle, avec l'assurance groupe, qui donne aussi droit à avoir une réduction, mais qui, pour l'assurance groupe, on ne doit pas déclarer ça dans le code 10, mais bien dans le cadre 4, code 285. Et là, il y a aussi une réduction de 30%, et là, il n'y a pas de maximum. Donc ça, c'est un bref rappel, un rappel qui est important parce que beaucoup de contribuables cotisent justement à ces pensions extra-légales. Alors, quatrième point, c'est l'achat d'un véhicule électrique. Alors, ça date de l'année passée, donc c'est assez nouveau aussi. Quand on achète un véhicule électrique, on a droit à avoir une réduction. Mais attention, on n'a pas droit à avoir une réduction quand on achète n'importe quel véhicule électrique. Ce qui est assez dommage d'ailleurs, parce que quand on voit tous les véhicules électriques qui fleurissent sur le marché, qui sont des alternatives aux engins qui polluent, je trouve ça dommage qu'on ne donne pas droit à avoir une réduction pour tout. Enfin voilà. Alors, véhicules électriques, quels sont les véhicules qui sont concernés pour donner droit à avoir la réduction? On parle de la mobilette. Alors une mobilette, c'est bien une mobilette. Un vélo électrique, c'est pas une mobilette, hein. Une mobilette, c'est une petite moto
qui fait jusqu'à du 25 km/h. Donc petite mobilette. Ça peut être aussi un véhicule à 3 roues. Il y a des véhicules, hein, des engins qui sont particuliers, des sortes de motos comme ça à 3 roues. Ça peut être un véhicule à 4 roues. Mais attention, là, le véhicule de 4 roues doit faire moins que 400 kg. Donc attention, les voitures ne font pas toujours moins que 400 kg, hein, sans batterie, on parle. Donc c'est juste l'externe. Et attention, il faut évidemment que ces véhicules aient un moteur électrique. Mais donc, si vous avez compris, ça veut dire que le vélo électrique n'est pas compris dedans, l'overboard non plus, la trottinette électrique non plus, enfin bref, tout ce qu'on voit sur le marché pour l'instant, ben, beaucoup de choses ne sont pas reprises dedans. Alors, mais si vous êtes dedans, mobilette 3 roues, 4 roues, moins de 400 kg, avec moteur électrique, vous avez droit à la réduction si c'est bien un achat neuf. Donc ça veut dire que ça ne s'amortit pas sur plusieurs années, c'est dès l'année où vous achetez, vous avez droit à une réduction. Si c'est un achat neuf et qu'il y a bien une facture qui est émise et qui met bien les mentions particulières qui donnent droit à avoir une réduction d'impôt. Alors, quelle est la réduction? Elle est de 15% du prix donc, que vous avez dépensé, TVA comprise, avec un maximum de réduction de nouveau ici. Alors, quand même important, 5 040 € pour un 4 roues, 3 070 € pour les autres. D'accord? Donc, si vous avez acheté un véhicule, je ne sais pas moi, qui vaut 15 000 € par exemple, bah, TVA comprise, vous faites 15 000 fois 15%, ça vous donne 2 250. Ça, c'est bon. Mais si vous achetez un véhicule qui vaut, je ne sais pas moi, 30 000 €, vous faites fois, je vais le faire en même temps, 30 000 fois 15%, ça vous donne 4 500 €. Ben, là, malheureusement, si c'est par exemple un 3 roues, ben, vous êtes au-delà de la réduction de 3 070, ça restera 3 070. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir droit à cette réduction? Ben, on doit déclarer le montant, et le montant de quoi ici? De la réduction. Donc là, vous devez faire le calcul de la réduction et l'indiquer en faisant attention au plafond au cadre 10 dans les codes 325 ou 326 en fonction du véhicule acheté. Alors les autres réductions, je ne les vois pas, mais il y en a. Donc c'est un peu comme la même idée que pour les réductions régionales. Si ça vous intéresse, vous allez voir. Il y a des réductions pour les maisons économes en énergie, rénovation d'habitation louée, pour une agence sociale, tax shelter, etc., etc. Mais ça, vous irez voir si ça vous intéresse. Alors, vous faites les exercices. Les exercices sont donc les derniers du livret. Vous faites donc ces exercices qui sont les exercices des chapitres 3 et 4 et dans lequel je vous demande donc de déterminer comme d'habitude les codes à remplir et de me calculer les réductions d'impôts qui sont accordées pour chaque personne s'il y a plusieurs personnes dans la situation. D'accord? Donc vous allez voir, on va passer par plusieurs réductions que j'ai expliquées. Alors, tout dernier point, qui est quand même important, c'est la situation du secret bancaire. Vous avez déjà tous entendu parler peut-être de ce principe de secret bancaire. Secret bancaire veut dire qu'on ne peut pas, enfin la banque ne peut pas révéler vos données bancaires, donc ce que vous avez sur vos comptes, à qui que ce soit, y compris l'administration fiscale. Alors attention, depuis 2011, le fisc a le droit d'obtenir auprès des banques la levée du secret bancaire. Donc a le droit d'obtenir tous les renseignements qui vous concernent sur les comptes que vous avez dans une institution bancaire.
Mais attention, ça ne peut se faire qu'en cas d'indice de fraude fiscale. Alors, en 2013, la Cour constitutionnelle a même précisé que le fils devait vraiment disposer d'indices concrets et concordants de fraude fiscale, c'est-à-dire d'un train de vie supérieur à celui qui devrait découler des revenus déclarés, pour pouvoir lever le secret bancaire. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes, je ne sais pas moi, euh, avec un boulot où vous gagnez 1500 euros par mois et que vous roulez en Porsche, que vous allez en vacances dans les Caraïbes ou en Polynésie, bah, c'est sûr que l'administration va se poser des questions. Quand on mène un train de vie supérieur à nos revenus, l'administration fiscale peut considérer qu'il y a une suspicion de fraude. Maintenant, l'administration doit évidemment vous notifier le moment de la levée du secret bancaire. Sauf, donc ça veut dire qu'elle doit vous prévenir qu'elle va lever le secret bancaire, et elle doit vous prévenir qu'elle vous suspecte de fraude. Vous pouvez évidemment vous défendre. Donc vous pourriez très bien dire, oui mais moi par exemple, j'ai gagné Euromillions, ou j'ai touché un héritage vraiment très important qui me permet euh, d'avoir un train de vie plus élevé. Bref, vous pouvez vous défendre. L'administration est toujours obligée de vous prévenir, sauf si elle vous soupçonne évidemment d'organiser votre insolvabilité. Donc si elle vous soupçonne que vous risquez de tout dilapider avant qu'elle ne fasse le contrôle. Alors, ça m'amène aussi que, avant même de lever le secret bancaire, vous devez normalement, obligatoirement, déclarer tous vos revenus. Donc ça veut dire que vous, normalement, spontanément, chaque contribuable doit déclarer tous ses revenus. Il ne devrait pas y avoir de levée de secret bancaire de quoi que ce soit, puisque normalement, chacun est obligé de déclarer tous les revenus. Et tous les revenus qu'il a, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Hein. Donc hors de question de ne pas déclarer un compte qu'on aurait dans les îles Fidji, par exemple. Hein. Même si vous avez entendu qu'il y a des gens qui ne le faisaient pas, ben c'est de la fraude. Donc vous devez absolument déclarer tous les biens, tous les revenus que vous possédez à l'étranger. Donc tous ces revenus, même si à l'étranger, il y a déjà eu une taxation là-dessus. Donc si vous dites oui, mais voilà, effectivement, j'ai deux biens immeubles en France, un dans les Alpes et un dans le sud de la France, bah, ce sont des revenus immobiliers que vous devez déclarer. Si vous avez un compte aux États-Unis, dans les îles Fidji et en Thaïlande, je ne sais pas, bah, vous devez les déclarer. Même si aux États-Unis, aux Fidji et en Thaïlande, on vous a déjà prélevé un impôt. C'est obligatoire. Alors, ça implique donc tout bien. Compte bancaire, contrat d'assurance, bien immeuble, structure patrimoniale, société offshore, etc., etc., etc. Si vous ne le faites pas, c'est de la fraude. Alors, il ne faut pas croire que vous êtes à l'abri en vous disant bah, qui saura que j'ai un compte bancaire en Thaïlande. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'échanges d'informations entre les pays. Il y a des très grandes conventions internationales qui ont été signées dernièrement et énormément de pays l'ont signé. Donc je dirais que les pays dits paradis fiscaux sont de moins en moins importants parce que tous, quasi tous maintenant, contribuent et ont signé ces grandes conventions, donc contribuent à l'échange d'informations entre administrations. Les administrations fiscales de pays à pays s'échangent les informations sur vous, donc faites attention. Voilà, alors c'était le tout dernier cours théorique en IPP. Donc, je vous invite maintenant à vraiment, vraiment, vraiment bien étudier euh, cette matière. Voilà, sinon, je pense bien à vous. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, c'est quand même la chose la plus importante.